En ce moment, il y a un jeu dont on entend un petit peu parler qui s'appelle Poké Clicker. Le principe, il est tout simple, c'est un petit peu comme les jeux Pokémon, sauf que le seul objectif c'est de cliquer pour pouvoir combattre les Pokémon sauvages et avoir une petite chance de les capturer. Il y a un système de progression avec des niveaux, on doit compléter le Pokédex. Même si le concept il est hyper basique, le jeu est quand même assez bien fait. On peut voyager de ville en ville, on combat les champions d'arène, etc. À la fin du jeu, on peut même changer de région et aller dans les différentes régions qui sont sorties au cours des jeux Pokémon. Personnellement, les petits jeux comme ça avec un concept bien débile, moi j'en suis ultra friand et je perds beaucoup trop de temps dessus. Pour essayer de sortir de cette petite addiction, un des moyens qui existe, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne le jeu pour essayer de le hacker. C'est une technique qui est très maligne que j'avais vue pour la première fois sur la chaîne de Live Overflow. À l'époque, il s'en était servi sur un jeu mobile, et là récemment il l'a refait avec Minecraft. Et nous, on va essayer de refaire une technique similaire sur Poké Clicker pour pouvoir speedrunner le jeu et le terminer en capturant tous les Pokémon dans leur version shiny, parce que sinon c'est pas marrant. Et à la fin, on essaiera même de capturer un Pokémon un petit peu spécial que vous avez vu sur la miniature. L'avantage de faire cette vidéo avec Poké Clicker, c'est que c'est un jeu solo, donc en cheatant on va impacter uniquement notre gameplay et on va pas ruiner l'expérience d'autres joueurs. En plus de ça, c'est un jeu qui est fait uniquement avec JavaScript qui se joue sur navigateur, et donc ça va être un petit peu plus simple de pouvoir le reverse et essayer de comprendre comment il fonctionne. Ça fait que dans cette vidéo, au final, il y aura pas grand chose de technique, et donc si vous avez quelques bases en programmation, ça devrait suffire pour la comprendre dans son intégralité. Sans plus attendre, on peut se lancer sur notre partie et choisir notre premier Pokémon. Pour ça on fait New Save. Il nous propose notre premier Pokémon et on va pouvoir choisir le meilleur starter, c'est-à-dire Salamèche. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et voilà, le jeu se présente comme ça. On a ici les Pokémon sauvages, on peut cliquer pour pouvoir les attaquer. Et si on n'a pas le Pokémon, on va avoir une faible chance de l'attraper en lançant une Pokéball. On voit notre stock de Pokéball à gauche. Et on voit que là par exemple, j'ai réussi à l'attraper, on a capturé un Rattata. On le retrouve dans les listes de Pokémon à gauche. Et sur ce genre de jeu, en général, il y a toujours un système de sauvegarde pour pouvoir exporter son contenu en dehors de son navigateur. Si on va dans le menu à droite, effectivement, on a un onglet Save. Si on regarde un peu comment il fonctionne, on peut télécharger ici une sauvegarde. Si on ouvre le fichier de sauvegarde, on voit qu'il ressemble à ça. En fait, c'est un fichier texte. En réalité, c'est un fichier en base 64. Et je pense que les yeux les plus affûtés auront même repéré qu'il s'agit d'un objet JSON en base 64. On le repère grâce au EY au début de la chaîne. Ça c'est typique des fichiers JSON encodés en base 64. Alors la base 64 c'est un système d'encodage, donc c'est pas du chiffrement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune sécurité, c'est pas fait pour la sécurité, et l'objectif derrière l'utilisation de la base 64 pour la sauvegarde, c'est pas de la sécuriser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déchiffrer cette base 64. Pour ça on peut démarrer un terminal, faire un joli écho de cette base 64, et on va la passer dans le binaire base 64 avec l'option D pour pouvoir décoder. Instantanément, on a effectivement un objet JSON-envoyé, et voici à quoi il ressemble une fois qu'on a rajouté des retours à la ligne. On voit que au final, il n'y a absolument rien de chiffré, on a notre sauvegarde qui est là et on va pouvoir modifier des choses. Là par exemple, je vois qu'on a un stock de Pokéball qui est à 18, on peut essayer de le monter à 10 000. On a également des Current Seas, ici on a 310, je vais le monter, je sais pas, à 10 millions. Là on est à 30, je vais mettre 10 millions aussi. Et là je vais mettre 10 millions, voilà. Une fois qu'on a fait nos modifications, on peut réencoder en base 64. Et on n'a plus qu'à remplacer notre sauvegarde. On enregistre. Et côté Poké Clicker, on fait Import Save. On met notre sauvegarde. Et là on voit que j'ai 10 millions de chaque. On voit également que j'ai 10 000 Pokéballs. Mais personnellement, avec cette méthode, je reste un petit peu sur ma faim. J'ai l'impression que c'était un peu trop facile. Donc on va essayer de trouver une solution plus amusante en essayant de comprendre comment fonctionne le jeu. C'est ce qu'on appelle faire du reverse. En général, c'est une discipline qui est assez compliquée. Ici, ça va être assez simple puisque le code source du jeu n'est pas obfusqué et il est en JavaScript en plus de ça, donc ça rend les choses beaucoup plus faciles. En effet, le navigateur il est rempli d'outils pour nous aider. On a l'inspecteur juste là par exemple. On a une console sur laquelle on peut écrire du code JavaScript. On a un debugger sur lequel on va pouvoir trouver tout le code source. Et notamment par exemple si on va dans script, script.min.js, on va avoir ici le code source qui va s'afficher, le code source du jeu. Il suffit de scroller un tout petit peu et on tombe sur la liste carrément de tous les Pokémon. Donc là on a par exemple Bulbizarre qui est le premier, on a du Charmander, c'est Salamèche. Donc voilà, c'est intéressant, on peut regarder un petit peu le fonctionnement.
On voit qu'il y a des taux de capture à chaque fois, l'expérience que ça rapporte, les cycles au niveau des œufs, puisqu'il y a une notion d'œufs dans le jeu, les caractéristiques, vitesse, défense spéciale, défense, attaque spéciale, etc. Ainsi que ses évolutions. Le problème, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de lignes de code, hein. Si je descends tout en bas, on peut voir ici qu'il y a 46 429 lignes, et personnellement j'ai la flemme de les lire. Alors forcément on va devoir se taper de la lecture à un moment, mais pour le moment ça me semble un peu trop anticipé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder au niveau du HTML. On peut utiliser l'outil ici pour inspecter l'élément. On va cliquer sur l'image, et on voit qu'on a une super image avec plusieurs choses. Bon, l'image en elle-même, elle va pas trop nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est la div un petit peu au-dessus. On voit qu'on a un appel à la fonction BattleClickAttack. Cette fonction, on peut par exemple tenter de l'exécuter. Je vous ai dit tout à l'heure que la console permettait d'exécuter du code JavaScript. Et si on fait ça, on remarque que c'est comme si on cliquait en fait. C'est exactement comme si on cliquait sur l'écran, c'est comme si on faisait cette manipulation en fait. Donc ce qu'on peut commencer par faire, c'est faire une petite fonction qui va cliquer pour nous automatiquement. Pour l'activer ou la désactiver, on va utiliser une variable qu'on va appeler activate, qu'on va mettre à true au début pour pouvoir l'activer, et on va créer une fonction, et on va faire notre battle.clickattack. Ce qu'on va ajouter, c'est notre condition sur activate, et on va rajouter un setTimeout qui va durer 50 millisecondes. Et à la fin de ces 50 millisecondes, ça va appeler la fonction A, c'est-à-dire qu'elle va s'auto-appeler. Donc en boucle, ça va appeler la fonction A si activate est à true. Et donc on aura un clic tous les 50 millisecondes, ce qui représente 20 clics par seconde. On peut appuyer sur Entrée, et pour le moment on voit que ça ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'il reste juste à appeler la fonction A une première fois, et on voit que automatiquement notre algorithme clique pour nous. Je fais aucune manipulation et les Pokémon s'enchaînent. Alors il y a un petit peu de lag puisque je suis en train d'enregistrer mon écran en même temps, ce qui fait que ça ne va pas aussi vite que si j'étais pas en train d'enregistrer, mais globalement ça fonctionne, et je peux stopper le cheat en mettant activate à false. Hop, et là on revient sur l'ancienne méthode, qui était d'attendre en fait que les différents Pokémon soient battus. Donc là c'est bien, on est trop fort, on défonce toutes les Pokémon, mais notre objectif c'est pas d'être puissant, c'est d'avoir tous les Pokémon en shiny. Ce qu'on remarque par contre, c'est qu'on s'est servi d'un super objet qui s'appelle Battle. Une idée, ça peut être de voir si il a d'autres arguments que click attack. Et effectivement, on a attempt catch, calculate catch at hash rate, catch Pokémon, gain item, enemy Pokémon. Et une propriété qui peut être intéressante, c'est la generate new enemy. En effet, si ça permet de générer un nouvel ennemi, on va pouvoir modifier éventuellement ses propriétés pour pouvoir ajouter le fait qu'il soit shiny. Si on regarde dans le debugger, on voit que la fonction est définie ici, et qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle va récupérer un ennemi Pokémon, 10.enemy Pokémon, et elle va faire différentes choses, et effectivement ici on pourrait ajouter différentes propriétés à notre Pokémon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un point de débugage ici. Voilà, le point de débugage a été trigger, en fait la page va s'arrêter au moment où le JavaScript essaie d'exécuter la ligne qu'on a mis en débugage. Ça va nous permettre d'examiner un petit peu ce à quoi ressemble enemy Pokémon, ici la constante qui est initiée à this.enemy Pokémon, et pour ça on va aller dans console, et on va regarder ce que vaut enemy Pokémon. On voit que enemy Pokémon, c'est Nidoran en fait, ça vaut 55 d'XP, il n'est pas shiny, shiny est à false ici, et on voit qu'on a un catch rate. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple mettre enemy Pokémon.shiny égale true. Comme ça, notre Pokémon devient shiny, et on peut dire que le catch rate, il vaut 100. Comme ça, on aura 100% de chance de le capturer. On peut retourner dans notre debugger, on retire le breakpoint, et on va pouvoir reprendre en cliquant sur la petite flèche. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un Nidoran shiny qui apparaît, avec 100% de chance, et ici, on a un achievement, on a capturé notre premier Pokémon shiny. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir faire en fait. L'idée, ça va être d'overrider cette fonction pour y rajouter nos propriétés comme on veut. Comment on va faire ça? On va faire battle.generateNewEnemy, égale, et là on va pouvoir créer notre super fonction. Cette fois-ci on va déclarer la fonction de cette façon-là, parce que sinon on n'aura pas le this qui sera disponible. C'est une propriété de JavaScript, donc je ne vais pas m'attarder dessus. À l'intérieur de cette fonction, on va tout simplement mettre le code de la fonction de base, comme ça, et on va pouvoir modifier nos propriétés. C'est-à-dire que là on va mettre enemy Pokémon de la même manière qu'on l'avait fait, .shiny égale true. On va rajouter un enemy Pokémon.catch rate égale 100. Et si j'appuie sur Entrée, on voit que tous les Pokémon qu'on rencontre à partir de maintenant sont shiny, et ils ont 100% de chance de capture. Là on voit que j'ai capturé un Nidoran shiny. Là j'ai un Rattata shiny qui est apparu, j'ai 100% de capture. Maintenant on veut tous les Pokémon en shiny. Et les Pokémon, on sait qu'ils ont tous un ID. On l'a vu tout à l'heure quand on a affiché l'objet Enemy Pokémon, il a un ID ici à 29, qui est l'ID de Nidoran femelle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va initier une variable IDP à 0, et on va rééditer notre fonction juste là,
On va créer une variable cheat shiny qui va être égale à true. Et on va rééditer notre fonction de tout à l'heure, le generate enemy, pour y ajouter un petit if cheat shiny. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on veut? Eh ben on veut mettre notre Pokémon à shiny et on veut un taux de capture de 100%. Ce qu'on va rajouter également, c'est qu'on va modifier l'ID pour mettre ID P qu'on a initialisé tout à l'heure. Il faut pas oublier de l'incrémenter d'ailleurs, et on appuie sur Entrée. Et normalement, on devrait commencer à voir les nouveaux Pokémon. Alors là, par exemple, ça commence par Missing No qui a l'ID 0, et on a attrapé un Missing No Shiny. On a attrapé ici un Bulbizarre Shiny, on continue avec Herbizarre, puis Florizarre, etc. Ce qu'on va faire, c'est que pour aller plus vite, on va réactiver notre premier cheat, qui cliquait en boucle, ce qui va permettre d'aller beaucoup plus vite sur la capture des Pokémon, et donc d'attraper tous les Pokémon en version Shiny très rapidement. Donc c'est marrant, on attrape tous les Pokémon en Shiny, mais le jeu perd un petit peu de son intérêt, et donc c'est beaucoup moins drôle. Alors c'est le but déjà, je rappelle que le but c'est que j'arrête de jouer à ce jeu, mais c'est pas parce qu'on a cheaté que c'est moins drôle. Et je vais vous le montrer en essayant d'attraper le professeur Chen et de l'avoir dans notre Pokédex. Au tout début de la vidéo, si vous vous souvenez bien, on a vu qu'il y avait une liste de Pokémon avec Bulbizarre, etc. Cette liste de Pokémon, elle est stockée dans Pokémon List. Donc tout ce qu'on a à faire en théorie, c'est regarder un élément de la structure Pokémon List et de l'ajouter avec les valeurs qu'on veut. Donc on peut essayer, et on va mettre ici l'objet qu'on veut ajouter. Pour l'ID, on va essayer de mettre quelque chose d'unique, par exemple ça. On va l'appeler prof Chen. En catch rate, on va mettre... Voilà, il est difficile à attraper le professeur Chen. On va mettre un petit 15%. C'est un Pokémon de type normal. Le professeur Chen, il se fait un peu vieux. C'est un Pokémon de type slow. Par contre, il rapporte beaucoup d'XP. Hein. Il rapporte 250 XP. On va retirer la partie évolution ici parce que ça nous intéresse pas. Le professeur Chen n'évolue pas. Il est à 1450 de vie. Il attaque très fort aussi. Hein. Il a 300 d'attaque. L'attaque spéciale, il maîtrise pas trop. Hein. C'est quelque chose de plutôt propre au Pokémon. Et en défense, on va lui mettre un petit 250. Défense spéciale, il a rien du tout. Il sait pas comment se protéger de ça. Et en vitesse, on a dit qu'il était assez lent. On va lui mettre un 20 en vitesse. Là, on a notre super Pokémon qui est ajouté. Et ce qu'on va devoir faire, c'est l'ajouter pour pouvoir le rencontrer sur les routes. Le jeu tel qu'il est fait, il a un objet qui s'appelle route. C'est une classe donc qui possède un attribut région route. Cette région route, c'est la liste des routes possibles dans le jeu. Donc on voit qu'il y a 242 routes possibles. Et si on prend la première, il s'agit de la route 1 de Kanto. Dans cet objet, on voit qu'on a un autre objet qui s'appelle Pokémon, dans lequel on a le nom des Pokémon qu'on peut attraper. On va ajouter notre bon vieux prof Chen. Et là maintenant, on va pouvoir rencontrer le professeur Chen. Alors évidemment, il n'a pas de template, donc ça va falloir corriger. Il y a plusieurs fonctions qui vont nous intéresser, et notamment les getImages, qui sont définies à plusieurs endroits, et notamment dans l'objet Pokédex Helper juste là, et dans l'objet Pokémon Helper juste ici. Et on va tout simplement recréer la fonction, comme on l'a fait tout à l'heure avec la fonction GenerateNewEnemy. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement regarder l'attribut Pokémon.id, on va vérifier qu'il est égal à notre ID de Professeur Chen, et si c'est le cas, on va return le pass vers l'image du Professeur Chen, et normalement on aura notre image. Alors là, en l'occurrence, ça n'a pas fonctionné, donc on va le modifier à l'autre endroit, c'est-à-dire dans Pokédex Helper cette fois. On appuie sur Entrée, et là on voit que ça n'a pas changé, on a toujours le Professeur Chen qui n'a pas son bon sprite. En fait, si on inspecte l'élément, on va le voir, mais quand on va tomber sur un Professeur Chen, ici on voit que l'image c'est 0, l'image qui se génère c'est le 0.png, et 0 c'est l'ID de Missing No. Donc en fait, notre ID, quand il passe dans la fonction, c'est 0. Alors pourquoi est-ce que c'est 0 ? Tout simplement parce que quand on a ajouté tout à l'heure notre prof Chen dans les Pokémon de la route, on voit qu'on a ajouté vraiment le nom prof Chen. Ce que ça veut dire, c'est que quelque part dans le code, il y a quelque chose qui permet de, à partir d'une chaîne de caractères, retrouver l'ID, le Pokémon que l'on cherche. Quand on fouille un petit peu, on va se rendre compte qu'il y a un objet qui s'appelle Pokémon Map, et cet objet, quand on essaie de lui passer par exemple Pikachu en paramètre, il va nous renvoyer le Pokémon Pikachu. Par contre, si on tape actuellement prof Chen, on voit qu'il renvoie Missing No. Et donc en fait c'est pour ça tout simplement qu'on a l'image de Missing No et que ça ne fonctionne pas, d'ailleurs qu'on n'a même pas capturé un Pokémon qui s'appelle Prof Chen. Si on regarde dans le debugger, on voit que c'est une constante qui a une propriété get
qui va permettre donc de faire ce qu'on a fait, de chercher le Pokémon. Et on voit que si on tape quelque chose qui est un numéro, un nombre, dans ce cas-là, il va récupérer le Pokémon en fonction de l'ID. Si c'est pas le cas, il va switcher sur la prop. Si on a mis random, il va probablement sortir un Pokémon au hasard. Si on a mis random région, je sais pas trop ce qu'il fait probablement un Pokémon au hasard en fonction de la région où on est. Sinon, il va retourner Pokémon index de propre.toLowerCase. Donc ça veut dire Pokémon index de notre nom en minuscule, notre nom de Pokémon en minuscule. Donc on va tout simplement l'ajouter, Pokémon index de donc prof chain en minuscule. On voit que c'est bien pas défini, donc c'est normal, c'est bon. Et on va mettre notre valeur de professeur chain de Pokémon, alors je sais plus ce qu'on avait mis. Voilà, c'est Pokémon name index, je m'étais trompé, mais effectivement on a juste à l'ajouter. Pokémon name index de prof chain égale l'objet professeur chain qu'on avait créé tout à l'heure. Donc je fais ça. Je fais entrer, et là, avec un peu de chance, voilà, on voit apparaître le professeur chain qu'on peut attraper, mais là on voit qu'on n'a pas réussi à l'attraper, puisque effectivement on a dit que c'était assez compliqué d'attraper le professeur chain. Oh, on va bien finir par l'avoir, hein, celui-là. 2 very boring minutes later. Voilà, ça y est, on a enfin capturé le professeur chain, on a la notif là, et regardez, si on descend tout en bas, on voit dans notre Pokémon list le professeur chain. Et donc on a capturé le professeur chain et il va pouvoir combattre pour nous les Pokémon sauvages. Ça lui apprendra à nous demander de faire tout son travail à sa place. Je pense que ça mérite que vous vous abonniez et que vous partagiez à vos potes. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à le refaire chez vous, c'est amusant à faire, et puis ça permet de progresser un petit peu en lecture de code, en revue de code au final. Et c'est quelque chose qui est assez utilisé notamment en reverse. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!